Allez, on se réveille. Bonjour à tous, on ouvre les yeux et on profite du brunch avec nous parce que nous, on a plein de choses. C'est pas juste un petit déjeuner classique. On a tellement de choses qu'on va vous remplir la panse intégralement. De l'artistique au programme, de la musique dans un premier temps. Un peu de tout. Grosse actu aujourd'hui au sommaire. Alors on va recevoir le groupe qui fait un très gros carton. C'est 1995 et ils sont là pour nous parler de leur opus avec leur collectif L'Entourage. On reviendra là-dessus tout à l'heure. On a aussi du sport au programme. C'est beaucoup plus qu'un sport. C'est du sport, c'est de l'art, c'est un peu du freestyle, c'est un peu de tout. On va recevoir Céane Garnier. On vous en dira plus tard. Et on a également de l'art qui va se matérialiser sous forme de toile. On va avoir la chance de voir un artiste, un vrai qui peint des portraits et qui les remixe à sa manière, tout en écoutant de la musique. C'est un concept particulier qui va venir nous exposer après. Il s'appelle Yann Couedor. Pour le coup, c'est un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur. En attendant de retrouver nos invités du côté du lounge, ça se passe sur une seule émission. 212 VIP Club. C'est maintenant. Bon bah nous voici tous réunis au lounge. Merci à Céane d'être venue, à vous d'être venus en groupe, en famille. Voilà, comme promis, on va vous parler sport, on va vous parler musique. Et on va aussi avoir un invité spécial qui va nous rejoindre tout à l'heure. Ça va se passer du côté du bar et on va parler art aussi. Et de l'art qui se rapproche grandement de la musique. Un très gros coup de cœur. On va découvrir ça tout à l'heure. Voilà, donc bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. Quand je dis vous tous, alors ça englobe tout le monde. Toi, t'es venu en solo, pas vraiment, non, puisque pas vraiment voilà. tout seul. Jamais sans la balle. Exactement, elle va te servir à quelque chose tout à l'heure, je pense, lors d'un show qui va être assez technique, d'après ce que j'ai compris. Bonjour à vous, alors on va vous présenter. Je suis obligé de faire allusion au dernier projet en date qui émane de votre collectif, c'est le 1995 qui est arrivé avec le Paris Sud Minute, qui est dans les bacs. Mais tous les membres sont pas là, alors il faut que tu nous expliques un petit peu parce que je sais que l'entourage regroupe beaucoup de gens. L'entourage, c'est un collectif, donc dedans il y a plein de groupes, il y a des entités solo, il y a des gens qui veulent être acteurs, des gens dans la vidéo. Moi, alors du coup, je suis obligé de faire un petit parallèle avec ce que j'ai connu en 1995, à savoir les gros collectifs de rap français. Je vais pouvoir citer ATK par exemple, qui était dans cette lignée où il y a plein de gens qui font pas forcément le même style de rap, qui sont chacun pointus dans leur domaine, certains qui s'entendent bien dans la vie et dans le rap qui vont faire un binôme. Un groupe, donc ça donne une entité de combien de personnes au final? Parce que vous n'êtes pas au complet non plus, malgré que vous soyez nombreux. Ouais, c'est exactement ça. En vrai, il y a 10 MC, et après il y a, on va dire, des monteurs vidéo, comme il a dit, des gens qui veulent être acteurs. En tout, on va dire qu'on est une quinzaine. Okay. Pour produire un disque, un clip, vous n'avez pas besoin de faire appel à d'autres gens On a toujours besoin, en fait, pour ce qui est de la partie musicale et de la production d'un disque, on se débrouille. Après, pour les instrus, il y a pas mal de bons producteurs qui gravitent autour de nous. Ils font pas partie de l'entourage à part entière, mais qui sont là autour. Pour ce qui est de l'image, il y a des gens de notre équipe qui apprennent sur le tas, mais ça suffit pas encore à faire tous les clips d'un album ou quoi. Work in progress, quoi. Tout le voilà, monde, c'est ça, exactement. On prend tous plus ou moins de niveau, le temps passant. Important. Moi, je m'interrogeais un petit peu sur votre nom, donc 1995, ça vient d'où? C'est en référence à l'âge d'or du rap. Comment vous expliquez ça? Quand on a décidé de s'appeler comme ça, c'était parce qu'on cherchait un dénominateur commun aux 6 personnes du groupe. Et puis c'était nos influences. Ils sont pas toutes présentes, hein, je sais. Pour les téléspectateurs. En fait, il n'y a que moi qui suis présent de 1995. Voilà, en gros, c'était un clin d'œil à nos influences dans le rap. Puis comme il disait tout à l'heure, au délire d'être en collectif, parce qu'il y a des membres de 1995 qui font partie de l'entourage. C'était surtout cet esprit-là qu'on revendiquait. Et du coup, comment ça se passe? Vous vous entraidez? Oui, bien sûr, on est dans une entraide. Enfin, je sais pas si c'est une entraide, c'est une envie de faire briller tous ensemble du clan, quoi. Quand il y en a qui sortent des projets, tout le monde soutient. On apparaît tous selon les moyens sur les projets de chacun. En fait, sur les réseaux sociaux, on a une grande force de frappe. Quand quelqu'un de notre entourage sort un projet ou un clip ou une vidéo, on est tous là à faire tourner à fond. C'est x15 du coup. Ouais, x15, voilà. Exactement. Ouais, on est dans un délire d'entraide et de solidarité, et de progrès, de compétition aussi entre nous. Au niveau des sons, en tout cas, vous avez beau être nombreux, j'ai l'impression que vous avancez dans une direction commune. Comme je m'intéresse
m'intéresse pas mal au rap. J'ai pris les tendances actuelles de Dirty South, c'est-à-dire les instrus qui sont lentes. Et bah quelque part, ça m'a fait du bien d'avoir une alternative à ce moment-là. Est-ce que c'est un choix stratégique ou d'avoir fait quelque chose à contre-courant, ou c'est uniquement du kiff personnel et que vous avez avancé dans la direction que vous vouliez? Sur l'ensemble des projets qui sont sortis, il y a une palette de sons qui a été explorée. Dans 1995, il y a une couleur boom bap. C'est l'essence même de ce qui a fait le rap à ses débuts, à savoir une boîte à rythme avec une batterie basique, avec un sample d'une autre musique qui tourne en boucle sur une ou deux mesures. Je pense que musicalement parlant, on essaie de se diversifier au maximum. C'est plus en termes d'esprit. Je pense que dans le rap, le côté hip-hop de la chose s'est perdu, dans le sens où tout le monde est dans son coin, tout le monde ne se calcule pas forcément, et il n'y avait plus l'amour vraiment du verbe et du rap en tant que tel. C'est-à-dire que le but c'était de faire des musiques qui vont parler aux gens, etc. C'est bien aussi, mais nous on a aussi ce côté sportif dans le rap, à savoir on a des critères communs en termes de flow, en termes d'écriture, dont je pense que tu vois de quoi je parle, parce que c'est une école commune aussi. De ce fait-là, même quand il y a différents types d'instrus, différents types de musique, on se retrouve tous dans ce côté compétition qui s'était un peu perdu dans le rap à mon sens. Compétition saine c'est de l'époque, pas celle d'aujourd'hui. Il n'y a pas de musique définie pour l'instant dans ce qu'on fait, tu vois. C'est plutôt une énergie que tu peux retrouver, mais c'est vrai qu'on pose pas du tout que sur du boom bap, même au sein de 1995 en fait. Alors, connaissant moi un peu les coulisses de la musique, puisque je m'y intéresse beaucoup, je vois qu'au niveau où vous en êtes, en termes de notoriété, de buzz internet, même de vente d'albums, vous arrivez à tracer votre sillage loin des, on va dire, des méthodes qu'ont les maisons de disques de développer les disques. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir faire des refrains chantés à l'autotune, c'est-à-dire l'effet qu'on entend sur T-Pain et compagnie. Il y a plein de codes qui sont dictés par les maisons de disques pour donner des chances aux morceaux d'arriver en radio et de générer du cash. Vous arrivez à faire votre route un peu en marge de ça, j'ai l'impression. Est-ce que c'est quelque chose que vous imposez et il est hors de question qu'un directeur artistique vous dise là, pour pérenniser, il va falloir faire tel et tel choix? Après, tu vois, il y a des méthodes de maisons de disques qui sont des méthodes purement commerciales, qui touchent pas du tout à l'artistique, dont il faut, je pense, s'inspirer quand on est un indépendant. Nous, tu vois, on gère tout ce qui est autoproduction. Pour la distribution, on délègue, par exemple, à des maisons de disques. C'est beaucoup mieux pour nous. Au jour le jour, on essaye tout le temps de nous imposer des choses ou nous orienter vers quelque chose, mais comme on sait où on veut aller, ce qu'on veut faire, ce qu'on représente, on n'a pas besoin de céder à ça, quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément les maisons de disques qui t'imposent quoi que ce soit, c'est l'artiste qui accepte en fait. Voilà, c'est ça. Tant que ça fonctionne, je pense qu'il n'y a rien qui peut être imposé. Non, mais même quand ça fonctionne, pour maximiser, les maisons de disques, elles ont des espèces de vieilles méthodes de vente qui marchent même pas forcément et qui sont celles dont tu parlais. Et puis l'artiste a toujours le choix en fait de suivre ou pas. Tu vois, quand t'es en maison de disques, t'es pas non plus un esclave, quoi. Je veux dire, après, je sais pas comment ça se passe en artiste. J'imagine que c'est encore plus compliqué, mais en tout cas, nous, on est libre, on fait ce qu'on veut, quitte à ce que les gens aient peur parfois de la direction qu'on prend, mais bon. Je pense aussi, et surtout quand t'as le vent en poupe, on te laisse plus ou moins faire ce qui marche, à savoir là, pour l'instant, 1995 sont arrivés avec des disques qui ont créé un engouement, etc. Nous-mêmes, au sein de l'entourage, on a réussi à faire des millions de vues avec des freestyles sur Face B, chose qui se faisait pas réellement. À partir de là, on arrive à faire des festivals, des scènes où t'as des 2-3 000 personnes qui viennent nous voir. C'est donc que quand il y a engouement derrière, ça force un petit peu l'industrie à aller vous gagnez voir. du crédit forcément. Voilà. Est-ce que du coup, vous bloquez à des featuring? Est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que les gens qui font pas du tout les mêmes choix que vous peuvent se retrouver sur un morceau avec vous? Bien sûr, nous ça reste toujours artistique. Après, déjà, on surfe sur une vague qu'on a nous-mêmes lancée. On a lancé la vague aussi. Donc nous, on est fermé à rien. Enfin, tu peux le voir dans l'entourage. Déjà, on a tous des influences différentes, des goûts différents. On fait des collaborations à droite, à gauche. Il y en a beaucoup sur lesquels on se retrouve, d'autres moins, mais tout ça, ça reste de l'artistique, de l'humain, tu vois. Mais comme vous êtes vachement exigeant sur ce que vous voulez faire et peut-être moins faire, voilà. Non, mais, il faut distinguer, faut vraiment distinguer le fait de vouloir, dans une carrière, garder les rênes. C'est peut-être même limite un peu trop ambitieux, mais vouloir tout faire soi-même, etc., c'est un choix. Mais il y a des artistes merveilleux en maison de disques qui sont raidés par des bonnes équipes et tout, et on leur jette pas du tout la pierre, au contraire. Nous, c'était obligé, on était obligé d'être en indépendant à la base parce que tout le monde s'en foutait de nous. Donc, puis on a continué comme ça pour pas se faire influencer ou se faire voler quoi que ce soit. Mais comme je t'ai dit, si on peut collaborer avec des gens qui s'y connaissent bien, que ce soit en maison de disques, ailleurs, des musiciens, même des rappeurs qui sont dans une démarche purement commerciale, qui en ont rien à foutre du hip-hop, s'ils sont bons, ça peut le faire. Surtout ça, l'idée c'est plus d'avoir un truc qualitatif que réellement se cantonner à un style de musique ou à un style de format de morceau, etc. À partir du moment où tu commences à gérer un petit peu les bases de la technique d'écriture, tu peux poser sur tout type de cadence, tout type d'ambiance. La technique c'est une forme comme une autre, quoi. Enfin, la technique déjà c'est vaste, il y a plusieurs sortes de techniques, parce que nous on est vachement dans le découpage de mots, ce qu'on appelle la multisyllabique, etc.
Moi personnellement, ça me fait chier de l'écouter chez beaucoup de rappeurs en fait. C'est vrai que j'adore quand c'est une forme qui appuie un propos percutant, mais quand c'est de la forme pour la forme, ça m'intéresse même pas à écouter. Tu vois, j'écoute des mecs qui sont pas forcément techniques en fait, je crois. Tout le monde s'interroge, il y a beaucoup de jeunes qui font de la musique, pas seulement du rap, et qui se demandent comment on arrive à générer un tel engouement et avoir du buzz. Rap Contenders, pour vulgariser le truc pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas et qui n'ont pas suivi, on va dire 8 Mile de Eminem, le film bien connu où il y a deux rappeurs qui s'affrontent face à face en a cappella. Et c'est chacun pour soi et il n'y a pas trop de limites. J'ai été étonné d'ailleurs de voir jusqu'où ça pouvait aller et ça m'a poussé à cliquer certaines fois pour entendre lequel allait dire la plus grosse connerie, quoi. On connaissait l'adversaire un mois à l'avance et qu'on avait environ un mois. C'est un jeu un petit peu pervers à ce niveau-là, c'est-à-dire que tu as un mois pour aller fouiner un petit peu dans déterrer les cadavres, quoi. Voilà, exactement, voir un petit peu quel genre de cadavre se cache dans le placard de l'autre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé le jour J, que vous le sentez bien et qu'au final le mec il sort des trucs, au final tu sens que ton truc il fait pas le poids? Pas ça, mais pour ma part personnellement, ça arrive d'arriver, tu viens, t'as mis un mois pour écrire ton texte, au final tu te pointes le jour du battle et t'oublies tout. Donc t'oublies tous tes textes et ça m'est arrivé, et c'est pas évident sur le moment. Et du coup comment t'as géré? Bah écoute, j'ai pas géré justement, c'est ça que j'allais te dire. J'ai pas du tout géré. Comme ça c'est dit. Pour la petite histoire, Rap Containers à la base c'est juste Denis Stunner qui m'envoie un message en me disant qu'ils ont le projet de faire ça. À l'époque, on était dans une démarche où on faisait tous les battles qu'on pouvait faire. On s'est même inscrit à des trucs de slam pour pouvoir rapper là-bas. Est-ce que vous êtes retrouvés face à face? Non, c'était une des conditions qu'on a mises. Alors moi j'ai le souvenir de quelqu'un qui a marqué l'époque des Clash aussi, bien avant vous, c'est Cynic. Il a eu un petit peu de mal pendant un moment à se détacher de cette image, ça a été votre cas aussi? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui se sont retrouvés clasheurs avant d'être MC tout terrain? Des gens, tu veux dire? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est relou. Ouais, l'image elle est super difficile à se détacher, mais admettons, Jean il a arrêté de faire des clashs depuis 2 ans. Il commence à détacher l'image, pareil pour Nekfeu. Ouais. Ce qui est dangereux, c'est qu'il y a beaucoup de gens après qui veulent plus que ça, plus que ce format, en oubliant que nous on est des artistes à la base. Ça c'est plus un amusement, c'était pour nous un moyen de se divertir et de rigoler entre nous. Après moi je pense que de toute façon c'est un truc qui t'apporte autant de bonnes choses, tu peux pas en refuser les aspects négatifs. Les gens prennent un petit peu ce que tu leur donnes tant qu'il y a la qualité est là. Chaque artiste a savoir transformer l'essai avec autre chose derrière, quoi. Et à l'époque il y avait plus par exemple des Booba, des mecs comme ça. À l'époque ils ont quand même fait leur preuve sur le terrain avec des clics, avec que des kickers où ils venaient, c'était tu viens à la radio et tu vas rapper avec que des pointures à côté de toi, on va voir qui est le meilleur. Ça c'est un petit peu perdu dans le rap en France, je trouve. Et je trouve que, enfin, je pense pas qu'on ait forcément ramené ça, mais on a eu la chance d'avoir un bon enchaînement de choses qui ont fait qu'on a été à la base d'une nouvelle vague et d'un engouement autour de ces valeurs-là. Nous, notre seul délire, c'est de montrer qu'on est passionné. Je pense que ceux qui nous regardent ont compris que vous étiez nombreux, donc. Ça fait beaucoup d'entités. Et j'ai vu pas mal de collectifs comme ça se scinder au fur et à mesure, qui avaient un potentiel tous ensemble et qui se sont essayés à des solos et qui n'ont pas tous marché. Notre succès, c'est pas un succès forcément collectif, c'est un succès, c'est une somme d'entités, tu vois. On n'a pas encore d'album, l'entourage en fait, donc. Étonnant d'ailleurs. Ouais, parce qu'on bosse dessus, on prend notre temps. Le délire de collectif, c'est une bannière, tu vois. Chacun fait ses trucs aux 4 coins du monde. On se réunit, on fait on repart, on prend bien notre temps pour avoir un vrai truc, tu vois, un vrai produit. Notre volonté, c'est de rester soudés au maximum, qu'il n'y ait personne qui soit frustré. Voilà quoi, c'est une histoire d'amitié. Et aussi, ouais, voilà, c'est ça. Et on est potes avant d'être des rappeurs qui se kiffent. Il y a un morceau qui s'appelle Souviens-toi. Ouais. Et vous parlez pas mal de votre épopée de l'année passée. Et à la fin, on vous entend parler longtemps, des anecdotes. On essaye désespérément depuis des années de faire un DVD, mais il n'y a que des dingueries, des folies, tu vois. Tu peux imaginer comment ça se passe quand une bande de jeunes de 20 ans... Bah justement, on a une vidéo. Non, c'est pas vrai. Une fuite venue du rap contender. C'est pour ça que je pense que même s'il y en a qui vont réussir plus que d'autres, c'est le rap, c'est une compétition avant tout, il y en a qui vont réussir mieux que d'autres, mais à mon avis, ceux qui réussiront moins, il n'y aura jamais de problème avec... Enfin, au contraire, t'es content pour ton pote qui réussit plus qu'autre chose. Bien vu. C'est pas mal, on parle de rap et on touche la sensibilité, c'est touchant. J'avais dit qu'il y avait moyen avec eux. Tu vas nous faire une rubrique que tu as préparée? Oui, encore une fois, pas mal de vidéos. Je vous laisse jeter un coup d'œil sur le Crazy Web. C'est parti.
No way, I cannot believe I just saw that on the ATP Tour. Incredible. Saw that on the ATP Tour. Incredible. How seriously is he taking this match? Maybe he just doesn't believe he's going to break the half serve back, but that is a sensational trick shot. Shame he... Dessus du vide et s'en remettent à Dieu. Praise you, God. Praise you, Jesus. Nick Wallenda est en équilibre sur un câble de 5 cm de diamètre, sans harnais, sans filet. Il est à 450 mètres de hauteur au-dessus du Grand Canyon. C'est beaucoup plus haut que la Tour Eiffel. Puis il court vers la terre ferme et vers sa famille. Chez les Wallenda, on est funambule de père en fils depuis 7 générations. Mais ces 3 enfants n'ont pas encore décidé s'ils en feraient eux. Oh, he's so cute. Look at his big long carrot nose. He moved. Let's chamber it all the way. There we go. Come here. Yeah. Oh, please, just don't hurt me back up. لكن يتابعها لاعب نابولي تحولت الى الامام الله الله ما احتسبها لكن في المرمى ولكن الاسباني يلغي الهدف. شوف هو اعتبرها لعبه خطيره The lob. A jam! Oh, what a monster jam by DeAndre Jordan! Oh, Look at Blake. Look at the bench. Look at his face. I want to see it again. This could be as good as anyone we saw from Blake. Absolutely. That's as good as anybody anywhere. And Brandon Knight thinking, why did I try and jump for that one? Are you kidding me? I'm telling you, folks, can't get tired of seeing this. Just pick an angle. Tell me that won't be #1 of the night on everybody's list. Hey, go! Go! Toujours sur le plateau en compagnie des artistes qui sont avec nous depuis le début. Tu vas nous faire une histoire de top 3 je crois. Alors, top 3 du rap français. On parle d'albums. Ouais. Maintenant, on est obligé de répondre chacun un truc. Hein. Album en français, numéro 1 pour moi. Album. Temps mort. Temps mort. Un autre. Ouais, Temps mort, pareil. Ok. Je veux quand même le dire au mieux. Poétiquement correct de Danny Dan. Je te valide tellement, je l'avais en tête. Allez, check-moi ça. Il est temps de donner ce props à ce bon vieux Ah, c'est Dan. vrai, Danny Dan. Top 3 des albums US. Mon top, c'est Tupac, All Eyes on Me. Ouais. Personnellement, pour les États-Unis, il y a vraiment beaucoup trop de choses qui sont sorties. C'est impossible de donner un top 1. Ok. Bon,
On enchaîne sur les paroles, alors 3 couplets. En rap français, peu importe, allez, on est libre. Dans le rap bon bah, le mal s'infiltre dans nos crânes, rendons ton cerveau à mesure que le bédo crame. Fais ta vie un mélodrame sous forme d'un kilo de cam, d'un coup de couteau pour une bise ou un walkman. Le diable détruit nos âmes, il attise le feu de la haine et étouffe celui de la récolte, de la peine. Voilà, tout ce qu'il écoute en récolte. Il est dans les potes, dans les meufs, dans les kiss des. Il frappe à ta porte en étant toujours déguisé. Il te fait teaser, t'empêche de concrétiser, te montre à ses dents aiguisées. Si t'essaies de sympathiser, il est partout chez les Gaulois. Il te nique la santé, il est dans le petit Nicolas, mais je parle pas de celui de sans paix. Non, en fait, c'est des couplets d'un pote à nous qui est décédé il y a environ 1 an et c'est l'homme de l'Est. Donne ses noms, donne ses vrais noms. L'homme de l'Est du groupe 4 Conscience et c'était juste un big up à lui. Et big up au groupe 4 Conscience également. En fait, c'est un groupe qui nous a influencés, je pense, tous ici. On devait être franchement facile 40. Enfin, plus de bande à 40. Ouais, non, mais c'est un village. C'est ça, c'est très simple. Alors, encore une fois, les noms que vous venez de citer, là, ça fait référence à l'âge d'or du rap français. Un des âges d'or. À ce propos-là, je crois qu'Angie vous a préparé un petit jeu pour savoir si, dans le rap et en dehors du rap, vous êtes vraiment calé sur cette période. Vous êtes vraiment des vrais. Je vais vous balancer quelques trucs. Vous me dites si vous, ça vous parle ou si vous êtes largué. Ok, je commence. Néo Géo. Ah, on passe plus le micro d'un coup. J'ai dit musique et en dehors de la musique, ça vous dit rien? Il n'y a pas un... Ah ouais, c'est une console. Ouais, je t'ai un peu aidé à remarquer. Si je vous dis comme Sarbacane. Roca, ouais. Ok. On est bon, Roca, la Clica, c'est oui. Ouais, la Clica. Là, c'est plus facile. Conçu pour durer, 1995. Survival of the Fittest. Ouais, Mobb Deep. Ok. Du répondant quand même. Ouais, ça va. Ouais. Auto-reverse. Auto-reverse? Ouais, c'est un son super lourd. C'est vraiment. Auto-reverse, ça me parle, mais là, comme ça, je ne saurais pas redire. Non, c'est pas un son, ça. Elle vous induit en erreur. C'est la cassette? Ouais, c'est la cassette qui se retourne toute seule, pas qu'elle premier et qui voilà. Ah ouais, il y a même des cassettes. Nous, on reste en ancienne, nous, même les cassettes. Moi, je cherche encore un morceau. Faut nous dire, alors, c'est pas un morceau, nous dire que c'est pas un morceau. C'était un piège, c'était un piège. On met la cassette. Ça, oui, c'est pour faire allusion à cette belle époque des mixtapes. Moi, tu sais que j'ai commencé, les premiers trucs que j'ai eu, c'était ça, c'était les cassettes Cut Killer, Postclass. Moi c'était après, mais j'écoutais quand même sur un lecteur cassette. Alors il y a beaucoup de clash, on en a parlé tout à l'heure. Pas le clash au sens prévu, mais ce qui se passe en ce moment. Est-ce que c'est intéressant? Moi personnellement, je trouve pas ça très intéressant, non. Je trouve pas ça intéressant, mais en tout cas c'est divertissant. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que oui, le rap, ça doit être, on doit être engagé, on doit faire ci, on doit faire ça. Moi je pense que c'est aussi du divertissement avant tout, une musique. Et la musique c'est fait pour se divertir, je pense. Faut pas oublier que les rappeurs c'est des êtres humains, ils ont des rapports parfois conflictuels avec d'autres personnes. C'est aux gens de savoir faire la part des choses quoi. Moi je regarde parce que ça m'intéresse, parce que ça me fait gaulerie et que c'est comme mine de rien, c'est ce qui marque l'histoire du rap des années donc. C'est pas nécessaire mais ce qui doit être fait. Voilà, c'est comme ça. C'est qu'on a un autre invité qui nous attend là-bas du côté du bar. Et qui est complètement dans le thème de l'émission. En fin de compte, on s'éloigne pas trop, puisque c'est un artiste qui fait des portraits avec des artistes connus de son choix, et ça donne des trucs assez stylés. On le rejoint, vous allez en apprendre un peu plus sur lui, et puis on va essayer de négocier ça pour vous alors. C'est parti. Tu peux ta tournée au bar. Yann Kouedor est un des artistes peintres les plus en vue du moment. Son style atypique, son choix de représenter artistiquement des artistes dont la musique lui plaît est actuellement plébiscité par tous. Après une succession de rencontres fructueuses, il ne cesse d'exposer depuis 2006. Jusqu'à réussir le tour de force d'être le premier artiste hors musique à se produire à l'Olympia. C'est pour nous parler de son œuvre que celui qui a travaillé avec des personnalités comme Luc Besson, exposé dans le monde entier et sorti un livre, est avec nous dans le 112 VIP Club. Bon Yann, bienvenue à toi pour cette petite entrevue côté bar, ça va bien? Merci, bien et toi? Bah ouais, impeccable. Alors t'es quand même quelqu'un qu'on a plus l'habitude de voir derrière ses œuvres, c'est-à-dire que ta tête on la voit moins que tes productions. J'espère. Et c'est presque tant mieux pour toi parce que tu as fait le tour du monde avec les expositions. C'est pas un phénomène national du coup mais international. J'ai eu l'occasion de regarder, c'est un mélange entre photographie, travail de matière, peinture. Je sais que tu as écrit aussi un livre. Alors comment on te situe? C'est quoi la dénomination de ton art concrètement? À la base je suis peintre plasticien tout simplement. Après c'est vrai qu'à partir de mes toiles je fais des photos. Et j'ai été plus loin en sortant un livre autour de mon travail. Donc les photos c'est toi qui les prends aussi? Au début, je les prenais et puis depuis, je travaille avec Guillaume Landry et Shani Smithers, deux photographes parisiens.
D'accord. Moi, je voulais accentuer sur le fait que quand je me suis un peu penchée sur tes œuvres, j'ai entendu parler de Listen to My Heart. Voilà, donc c'est un concept qui tourne autour de ce que tu fais. Bah, parle-en-nous, explique-nous un peu ce que c'est. À la base, en fait, je voulais pas mettre mon nom autour de mon travail, je voulais mettre un concept. Donc j'avais résumé ça à Listen to My Heart, que j'ai écrit phonétiquement pour faire référence à des titres de chansons afro-américaines, type de Prince ou Musiq Soulchild en fait. Et voilà, bon, il se trouve que c'est resté, mais mon nom aussi. Donc je l'ai gardé, ce que j'aime bien, ça résume bien mon concept, c'est-à-dire que je peins quasiment que des artistes musiciens afro-américains. Donc c'est des artistes des coups de cœur en fait, autant humainement parlant que par rapport à leur musique, ou c'est un mix des deux? Enfin, humainement parlant, j'en connais pas, enfin je les ai rencontrés après les avoir peints pour la plupart, donc je les connais pas, mais c'est vrai que je suis fan de musique afro-américaine depuis gamin, donc je sais dessiner et peindre, donc j'ai juste eu l'idée d'allier ma passion et ce que je sais faire tout simplement. Bon nombre des gens que je connais, que j'ai vu évoluer dans ta direction, c'est-à-dire artistique, faire des expositions, sont issus de l'art urbain, c'est-à-dire graffiti, parfois même tag, vandalisme et tout ça. Je sais que ça n'a pas été ton cas, ça a été une envie que tu as su cerner très tôt, puisque je crois que tu as fait tes études en fonction, tu t'es dirigé vers cette direction à une époque où moi je me demandais plutôt ce que j'allais faire avec mes potes le week-end plutôt que quel allait être mon métier. Ouais, effectivement, moi depuis tout petit, en fait, je dessine depuis que j'ai 4 ans. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui ont vu ça et qui m'ont poussé dans ce que j'aimais faire. Donc je me suis jamais vraiment posé la question dans quoi j'allais partir niveau études. Par contre après niveau métier ça reste assez aléatoire. Donc c'est vrai que j'ai eu cette idée il y a 10 ans maintenant de réunir ce que je sais faire, donc comme je l'ai dit, avec ma passion. Mais sinon je savais pas non plus que j'allais devenir peintre en peignant les artistes que j'ai écoutés depuis ma jeunesse. C'était quoi les autres alternatives en fait avec le type d'études que tu as fait? Franchement j'ai fait donc un bac art appliqué. Après j'ai fait une fac d'histoire de l'art. C'est pas forcément censé mener à quelque chose de précis. Après, c'est dans l'art. Voilà, non, mais par contre, je suis toujours resté dans cette voie-là. Ouais. Bah moi, je vais reprendre ton parcours en fait scolaire. Tu as fait des études d'art à Paris, en Afrique aussi. Est-ce que le fait d'aller les deux, ça t'a donné quelque chose en plus, une valeur ajoutée? Explique-nous. Puisqu'on parle du parcours, moi, je suis dans des ateliers depuis tout petit, en fait, avant de faire un bac art appliqué. Donc, j'ai fait ça en province, d'abord en Normandie, après en Touraine. Et je suis monté à Paris pour faire ce bac art appliqué. Et après, pour l'Afrique du Sud, c'est plus un hasard qu'autre chose. C'est que, quitte à faire la fac, j'avais la possibilité d'aller au soleil en Afrique du Sud, donc j'y suis allé. Après, est-ce que ça a un rapport avec ce que je fais aujourd'hui? Je suis pas sûr. Hein. Et le fait que tu sois parti en Afrique du Sud, est-ce que ça t'a orienté, le fait que tu aimes beaucoup la musique afro-américaine? À l'époque, ça c'était en 97-98. Je me suis retrouvé là-bas dans des soirées, effectivement, qui étaient plus proches de mes goûts musicaux qu'à Paris à l'époque, ça c'est sûr. Alors on a pu voir dans le petit portrait qu'on a dressé tout à l'heure, certaines de tes œuvres. On enchaîne sur tes goûts musicaux. Parle-nous un petit peu des gens que tu as eu envie de peindre et d'immortaliser. Ça part aussi bien du hip-hop, de la soul, que du new jack, que du jazz, donc il y a un peu de tout quoi. J'essaye aussi de varier, parce que c'est vrai que j'aurais tendance à peindre que des rappeurs, parce que graphiquement c'est beaucoup plus expressif et il y a beaucoup plus matière à faire des choses, mais j'essaye de faire un peu de tout quoi. Et du coup, justement, le fait qu'il y ait pas mal de rappeurs, c'est une culture en marge, un peu à part, surtout avec le rap gangsta et tout ça. Tu t'es pas retrouvé certaines fois à te demander si tes œuvres étaient intégrables dans une galerie un peu guindée où on a l'habitude de voir d'autres choses? Mais je crois que si je m'étais dit ça, j'aurais pas continué dans la voie dans laquelle je suis, ça c'est sûr. Je me suis beaucoup autoproduit au début pour faire mes événements, donc moi j'ai pas fait par rapport à ça en pensant à ce qu'on avait pensé de moi, etc. Est-ce que au final, la grande question, est-ce que tu vis de ton art? Est-ce que tu as d'autres activités? J'ai commencé maintenant il y a bientôt 10 ans, et ça fait 7 ans que j'en vis. J'ai eu la chance quand même que ça vienne assez vite, mais par contre après il y a des années beaucoup plus creuses que d'autres, ça c'est sûr. En étant ancré à ce point-là dans l'art et en faisant un parcours parallèle à la musique, tu t'es jamais retrouvé à avoir envie de faire de la musique, du beatmaking ou quelque chose comme ça? Clairement, si j'avais pu chanter, je suis plus chant que rap à la base. D'accord. Et si j'avais pu chanter, j'aurais chanté. Si je fais ça, c'est parce que justement il y a aucun espoir de ce côté-là. Il y a une maquette secrète quelque part? Pas du tout, malheureusement. Non, vraiment pas. Rien du tout, absolument rien. J'ai compris que c'était pas pour moi. Et en termes de timing, par exemple, si tu veux faire un portrait de type grand format, combien de temps ça te prend? Je fais 10 à 12 toiles par an en faisant que ça. C'est une moyenne, on va dire, d'un mois, un mois et demi, et pour les très très grandes, 2-3 mois. Les personnes que tu as eu l'occasion de peindre, pour la plupart tu les as rencontrées, tu nous disais tout à l'heure. Ceux que tu n'as pas rencontrés, tu leur as certainement passé une copie de l'œuvre. Tu as quelle sorte de retour? Est-ce que c'est plus ou moins sincère? Je peux pas savoir, mais j'ai eu que du bon. Surtout au début, quand j'ai pu commencer à rencontrer les artistes que je peignais, je pensais même plus à mon taf. J'étais juste le petit fan qui rencontrait le chanteur préféré. Et voilà. Le plus marquant, c'était qui? Le plus marquant, il y en a eu pas mal, mais je sais pas. Tu as droit à 3, on va dire. On va dire 3.
Kanye West. Ah, c'est pas mal. Spike Lee. Et pour la prestance, c'est Laura Brian McKnight. D'accord. Ouais. Ça fait du beau monde. Chanceux, hein? Ouais, plutôt. Je vais me mettre à la peinture. En termes d'engouement, quand on fait le tour un petit peu de ce qui se passe d'un point de vue sociétal, la déco, c'est quelque chose qui touche tout le monde, on s'intéresse à la peinture, donc les gens ont beaucoup plus de facilité à dire, bah voilà, moi j'ai une super peinture d'Andy Warhol, plutôt que de dire, bah maintenant j'ai une Bentley ou une super voiture. Est-ce que tu profites, toi, de cette tendance-là où, bah, quelque part, l'art est à la mode? Je crois qu'il y a un peu de tout ça, oui. L'art est à la mode, il y a ceux qui le voient comme un investissement avec le street art, tout ça. Aussi. Effectivement, maintenant, moi je pense que majoritairement, les gens qui achètent mes œuvres, ce sont des gens qui kiffent cette musique, etc. et qui le mettent réellement chez eux pour la plupart, oui. Oui, parce que quelque part, c'est assez particulier. Maintenant, je sais pas ce qu'ils en font une fois achetés. Hein. Peut-être qu'ils les mettent sous papier bulle et attendent que j'explose vraiment, ou je sais pas, que ça prenne de la cote. Je sais pas, c'est possible, hein, mais je crois pas. Ah, tout est possible. Ouais. Voilà, on parle d'acheteurs luxe et guindés. Et tu as une petite fourchette à nous donner pour le prix de vente d'une de tes toiles, celle que tu as cédée au plus bas prix au début de ta carrière ou amicalement à quelqu'un, et celle que... Le plus bas prix, quand j'ai commencé, c'était genre 1 000 € et aujourd'hui, c'est 3 000. D'accord. Nous, on a un petit jeu. Ouais. Voilà, à proposer. Un petit jeu. On va essayer de voir ton passé, ton présent et ton futur. Si tu as une boule magique sur toi, c'est le moment de la sortir. Toujours. Moi, je vais commencer par le passé. Donc, le passé pour toi, c'était plus grosse galère, petit job, ou vraiment le soutien inconditionnel de tes parents, tout se passait bien Un mélange de la B et la C. J'étais très heureux, le support des parents et puis les petits jobs aussi. Donc, ouais. Et pendant combien de temps les petits jobs? J'étais voiturier en fait pendant 7 ans. C'est quelque chose qui t'a permis de mettre de côté pour organiser tes premiers événements et tout ça? C'est ce qui m'a permis effectivement de mettre un petit peu d'argent de côté et de produire mes premiers événements. Et surtout, je faisais ça à Porte-Maillot au Palais des Congrès, donc c'est aussi un moyen de rencontrer du beau monde et de pouvoir se produire dans des endroits, quoi. Complètement. Voilà. On va parler présent. Alors, dernièrement, tu as sorti un livre très récemment. Tu as reçu le privilège d'être exposé à l'Olympia, ce qui est vraiment pas donné à tout le monde d'ailleurs. C'est une consécration pour toi, tout ça, avec le côté je suis au top du building, je peux mourir demain, c'est cool. Ou bien c'est une simple étape et tu vises des choses encore plus grandes pour la suite, exposition à l'Apollo à New York ou des choses comme ça? C'est bien ça. J'aime bien cette dernière idée. Non, mais elle est déjà dans ma tête depuis un moment, celle-là. Non, effectivement, l'Olympia, en fait, quand j'ai commencé à m'autoproduire sur Paris, je voulais pas forcément mettre mes toiles dans des galeries. En fait, justement. Moi, dans ma démarche, il y a une démarche populaire. Je veux qu'un maximum de gens puissent voir ce que je fais. Donc, je pouvais louer n'importe quel type d'endroit. Et c'est vrai que j'avais fait savoir que dans le top de mes idées, ça serait de mettre mes toiles à l'Olympia. Il se trouve que quelqu'un qui travaillait à l'Olympia est venu dans ma galerie à ce moment-là, qu'on a parlé au supérieur, et ça a fini au boss, qui est venu voir mon expo en fait à l'époque et qui m'a proposé carte blanche pour exposer à l'Olympia. Donc on s'arrête pas là? Ah non, pas du tout, non. Donc le futur? Le futur, maintenant, à choisir. Tu préférais faire une grande exposition à New York, peu importe, ou dans un autre pays, ou rentabilité, essayer de faire des portraits des chiens de certains millionnaires ou certains artistes. Qu'est-ce qui te botterait le plus aujourd'hui? Parce que tu as quand même galéré, et en même temps, bah voilà, tu as cette envie encore d'aller plus loin. Je vais essayer de rester fidèle à mon idée de base. Donc déjà, je peins des gens connus, donc déjà ça en soi, ça m'aide, on peut me traiter déjà d'opportuniste, mais je veux que ça reste sincère. Donc vraiment, tous les gens que je peins, c'est vraiment parce que je les apprécie pour une raison peut-être différente, mais il y a toujours de bonnes raisons. Donc Paris Hilton et ses chiens, par exemple, ça c'est pas faisable dans mon concept en carrière. Peut-être un chien de rappeur milliardaire? Même pas. Non. Non. Pro, super pro. Ok, voilà. Bah nickel, écoute. Bon, t'as même pas servi un verre au bar. Quel genre d'hôte on est? Bon, on va régler ça après. Hein. J'espère bien. Bon, tout d'abord, on va rappeler des choses importantes. Bah, ton livre qui est sorti et qui est du coup disponible. Ouais. On invite les gens. Bah, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce livre? Il y a 85% de mes 9 ans qui viennent de passer, quoi. Donc j'ai regroupé les photos qu'on a faites en extérieur, dont je parlais tout à l'heure, mes œuvres. Il y a aussi des liens pour écouter, parce que je mets en même temps des liens, des flashcodes, etc. pour écouter en même temps la musique, je parle à travers mes toiles, etc. D'accord. Voilà. C'est le gros de ton actualité en ce moment. Voilà. Et on attend impatiemment la suite, du coup. J'espère devenir rappeur connu, histoire d'avoir la chance d'être... Ouais, pas mal. Merci à toi, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu. Et bah la suite, on envoie le petit jingle. Vous êtes toujours sur le plateau, on est en compagnie des artistes, musiciens, rappeurs qui sont avec nous depuis le début. On a fait un petit peu le tour de la question avec eux, on va s'intéresser maintenant au sport. On a dit que tu venais jamais sans ton ballon, c'est concrètement le cas.
Il est venu t'accompagner et il y a un show qui va être assez technique tout à l'heure. J'espère qu'il y en a un d'entre vous qui va essayer de s'y prêter. Ça va faire un petit battle différent là, cette fois-ci. Il va encore perdre. Je suis très bon tacle. Tu as eu un mois pour te préparer ou pas? Ouais, non, j'ai pas eu un mois là, j'ai eu quelques secondes, mais tranquille, ça va le faire. Ouais, ça va. Donc tu t'appelles Céane et toi ta discipline à toi, bon, on se doute qu'elle est reliée au foot, c'est du football freestyle. C'est du football freestyle, c'est cool qu'on soit ensemble parce que c'est vrai que c'est du rap et ça a l'air du sport comme tu as dit, mais en fait, moi je retrouve beaucoup d'énergie. Je pense que la plupart d'entre eux, ils ont joué au foot en bas de chez eux quand ils étaient plus jeunes. Et puis après le foot, on se rassemble, on rappe, on s'ambiance, etc. On charrie. Moi, pourquoi je viens avec mon ballon? Ok, ça touche le football, etc. Mais je viens pas en tenue de foot. Je viens comme si j'étais habillé tous les jours et je joue comme si j'étais en bas de chez moi. Donc c'est ça le freestyle, c'est déjà un état d'esprit. En bas de chez toi, mais champion du monde quand même. Ouais, quand même. Ouais, après ça c'est parce qu'il y a des compétitions et forcément ça rentre dans le côté sportif. Mais voilà, pour décrire un peu ce qu'est le freestyle, d'abord c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être. Bah, raconte-nous ton parcours, d'où t'es venue cette idée, pourquoi le freestyle, si t'avais fait du sport avant, peut-être. Raconter ma life un petit peu. J'étais footballeur professionnel, j'étais pratiquement professionnel, je m'entraînais avec les pros à Auxerre et à Troyes. Donc je jouais avec pas mal de joueurs cotés aujourd'hui. Comme Mohamed Sissoko, Karim Ziani, Djibril Cissé, Mexès, enfin, je me suis entraîné avec eux pas mal de fois et je me suis blessé comme pas mal de joueurs et comme j'avais la réputation d'être un joueur assez technique, je suis tombé sur des coachs qui avaient des idées arrêtées. Et moi j'étais plus artiste dans l'âme que ce qu'on me demandait, donc j'essayais toujours de sortir du lot et je voulais qu'à la fin sur le terrain on se rappelle du geste technique que j'avais fait. Mais j'acceptais pas non plus de perdre, donc j'essayais d'allier le côté compétition mais aussi d'avoir un petit côté créatif. Lorsque je me suis blessé, je suis venu sur la région parisienne, à Sarcelles, où j'étais éducateur sportif, au contact des jeunes. J'ai essayé de leur inculquer ce que j'avais appris en centre de formation, mais également, je leur faisais des petits cours de freestyle et je me suis rendu compte que ça plaisait vachement aux jeunes de la ville. Donc j'ai commencé à me lancer là-dedans et puis à la place que je voulais sur le terrain avant quand je faisais le geste technique, je l'ai retrouvé en montant sur scène avec mon ballon. J'avais plus besoin de venir en short de foot, de devoir me couper les cheveux parce que le coach il disait que t'étais pas bon si t'avais les cheveux longs ou des trucs comme ça. Sur une scène, ça parle à monsieur tout le monde, donc ça rejoint un peu le côté qu'il parlait tout à l'heure avec les battles, mais aussi avec les albums, etc. Donc rendre le truc attrayant. Voilà, donc il faut être capable de parler tous les langages. Pareil avec le ballon, il faut avoir des trucs de foot mais aussi des trucs visuels. Donc moi en fait mon style c'est de mélanger le foot, le basket et la danse. Parce que texture différente, rebond différent, c'est quoi le Non, secret c'est juste le concept du ballon. C'est que quand je suis sur scène, je suis pas sur un terrain de foot. Donc je vois pas pourquoi je me limiterais au côté jonglage. Et en plus de ça, les gens ensuite ils disent c'est du jongle, ça sert à rien sur le terrain. Donc de par ça, moi je me suis spécialisé à viens me défier. Donc le côté battle un petit peu, quand je regarde beaucoup Rap Contender, tous les trucs comme ça, je connais. Je fais mon show à la fin dans le public, je dis bon, vous pensez que je sais pas jouer au foot? Venez me défier, montez. Et celui qui arrive à me mettre un petit pont, je lui donne ce qu'il veut. Mais sauf que j'ai des techniques, c'est comme si je connais mon texte à moi d'avance et celui qui vient en face de moi, il n'a pas préparé. Donc c'est impossible qu'il gagne. Parce qu'on donne beaucoup d'importance aux footballeurs, au football. En fait, j'ai une petite métaphore. C'est imaginez qu'on est des joueurs de poker. Maintenant, il y en a un qui en a marre de jouer au poker. Je sors du jeu du poker, mais je prends les cartes et je m'amuse à manipuler les cartes de la meilleure façon possible. Ça ne fait pas moi un meilleur joueur de poker, mais ça me fait moi un meilleur manieur de cartes. Donc en fait, c'est ça l'amalgame qu'on fait quand on dit ouais les freestylers, pourquoi tu sais pas jouer sur un terrain de foot? C'est simplement qu'on est des meilleurs manieurs de ballon, c'est-à-dire qu'on sait manier le ballon dans plusieurs environnements différents, mais que sur le terrain spécifiquement, un joueur de foot sera plus spécialiste que nous, forcément. Toi en l'occurrence, tu sais bien faire les deux. Est-ce que les autres les concurrents que tu peux avoir dans cette discipline ont le même passif que toi, c'est-à-dire footballeur professionnel? Non, pas du tout en fait. Maintenant, il y a des spécialités. Comme il disait tout à l'heure, dans le rap, c'est très large. Il y a beaucoup de spécialités différentes. Nous, c'est la même chose. Dans l'urban ball, il y a le freestyle foot, c'est-à-dire maîtrise du ballon avec la touche football, les pieds, la tête, etc. Freestyle basket, maîtrise du ballon avec les mains, le côté basket, faire tourner la balle sur son doigt, les choses comme ça. Tu as les 1 contre 1. Où là tu es en mode street soccer où tu joues contre les gens et le but du jeu c'est de marquer des buts dans les petits buts ou alors de mettre des petits points et c'est fini, ça s'appelle Panakao. En fait toutes les spécialités. Vu que moi j'ai un background qui est assez large, j'ai joué au foot mais vu que voilà j'ai croisé pas mal d'artistes, j'ai aussi touché un peu à la danse etc. J'essaie de tout faire mais par contre il y en a dans la discipline qui se spécialisent. Là je rentre juste de Dubaï, j'étais juge des championnats du monde et il y en a ils savent pas jouer sur le terrain, pas du tout. Mais par contre quand tu leur donnes un ballon ils vont te faire des trucs, tu comprends même pas comment ils font. Ah ouais. Est-ce que nous on arrive à imaginer avec toute la pub qui est faite autour du football, le salaire du footballeur, est-ce que la différence est gigantesque entre celui qui fait du foot freestyle? On va dire que j'ai réussi à installer une certaine régularité des revenus. Donc voilà, il y a les shows,
il y a les sponsors, voilà, il y a les compétitions. Maintenant, après, il faut regarder un petit peu le marché et j'ai décidé de développer la chose dans 3 axes différents. Premier axe, ça rejoint encore, c'est en face, c'est cool. Et on a développé un collectif qui s'appelle S3, Street Style Society, où l'ensemble des membres font foot, basket et danse. Sauf que dans le collectif, il y a plusieurs spécialités, exactement la même énergie. Donc chacun fait ses projets perso, mais en même temps, ils se regroupent et quand on fait décorer, ça claque plus. Parce que par exemple, je vais mettre un petit point à un joueur de foot, à Zidane ou je sais pas quoi, et d'un coup, ils vont voir la vidéo, ils vont cliquer sur la vidéo d'à côté, ils vont voir qu'on a fait une démo sur scène en groupe et puis ils vont découvrir les autres artistes. Deuxième axe, on a créé une association qui s'appelle France Freestyle Ball, qui est en gros la fédération française du freestyle. Si un jour il y a un petit qui veut faire une compétition, on l'aide. Nous, tous les ans, on organise les championnats de France de freestyle foot, de 1 contre 1 petit pont et de 3 contre 3. Troisième axe, c'est de développer du matériel pour les freestylers, des ballons, des sacs, des choses où tu peux mettre ton ballon à l'intérieur. Voilà. Donc aujourd'hui, le foot freestyle, c'est pas que du foot ou c'est pas que du freestyle, c'est vraiment être à l'écoute de son environnement en fait. Il y a une part de sport, il y a une part d'artistique et quand on parle d'artiste, il faut forcément, tu donnes, mais aussi il faut regarder autour de toi ce que les gens attendent. Donc tu essayes de jongler un petit peu, voilà, c'est le mot. Si je te dis A4 Amouine. C'est un geste de street soccer qui a été créé par Easy Hitman et c'est un des gestes qui a révolutionné un peu le freestyle. Le championnat du monde, ça se passe comment concrètement? Si tu veux, il n'y a pas forcément de fédération. Il y a une fédération qui s'appelle F3, mais si tu veux, si moi demain je ramène les meilleurs du monde, je peux appeler ça championnat du monde. Il y a une compétition qui est un peu plus huppée que les autres qui s'appelle le Red Bull Street Style. Donc c'est la compétition que moi j'ai gagnée. Voilà, donc moi j'ai eu la chance de le faire au Brésil la première année. Red Bull venait d'arriver en France. Je faisais un street show, donc je jouais et d'un coup il y a toutes les voitures Red Bull qui sont venues. J'en ai arrêté une, j'ai commencé à faire un show pour avoir une canette. Et après, ils m'ont donné la raquette, ils m'ont dit ouais, dans 1 mois, il y a la compétition, on t'envoie au Brésil. Et j'ai fini champion du monde. Ça m'a permis de ça t'a ouvert les portes. Voilà. Être au bon endroit au bon moment. Quoi. Exactement. C'est comme ça que ça marche. Le championnat du monde, quand on en sort vainqueur, est-ce qu'il y a un gros chèque à l'issue ou est-ce que c'est la notoriété que tu as acquis grâce à ça qui te permet de développer des choses? À l'époque, il n'y a pas de chèque. Même moi, je n'ai pas réalisé tout de suite. C'est maintenant, je peux vous dire que la notoriété que j'ai pu avoir. Le lendemain, je suis parti à l'aéroport du Brésil. Tous les gens, ils avaient vu la vidéo à la télé. J'ai signé des autographes. J'étais pas du tout habitué à ça. Et 2 semaines avant, j'étais en street show à Saint-Michel. Donc voilà, ça. Et 2 semaines avant, tu voulais une canette pour la. Exactement, j'avais un petit peu soif et tout. Donc ouais, non, ça n'a rien à l'époque, c'était vraiment nouveau le freestyle. C'est pour ça que ça a eu un gros impact quand c'est sorti et que ça a été bien médiatisé parce que c'était mis en scène. Pendant 1 an, ils ont réfléchi, la compétition a réfléchi comment pouvoir impacter un petit peu les gens avec ce nouveau sport. Mais ça existait déjà avant en fait. Vous avez vu les pubs Nike à la télé en 2000, voilà, les vidéos sur internet. Enfin, je veux dire, le freestyle ça existe depuis longtemps en fait. Mais c'est juste que maintenant ça a été mis sur un format sportif qui permet d'avoir une actualité plus régulière. Tu voulais me parler d'un joueur de foot? Oui, je me suis documenté. Oui, je connais Neymar. Justement, j'ai dû faire mes devoirs, j'ai tapé un peu sur internet. Il a l'air assez compétent à Barcelone, c'est ça? Techniquement, il est chaud. Alors oui, techniquement, il est très très bon. Mais moi, je vais vous montrer une vidéo où Céane aussi est très bon. On lance la vidéo, c'est parti. Donc comme tu l'as dit Angie, truc impressionnant, c'est de voir quelqu'un de haut niveau qui est connu par tout le monde, même par moi maintenant, en posture de déséquilibre comme ça face à toi, qui ne joue pas dans la même cour aujourd'hui. Et on a l'impression qu'il est fair play. Ouais, c'est vrai qu'il a été super cool en fait. Ça doit foutre les boules quand même quelque part. En fait, j'ai été un petit peu, on va dire, malin sur ce coup-là. C'est qu'on devait faire un petit freestyle ensemble, c'est-à-dire de faire 2-3 gestes techniques. J'y passe le ballon, il fait 2-3 gestes techniques, etc. Et sauf que vu que je suis freestyler, il m'a dit ouais non mais moi je sais pas freestyler. Donc j'ai dit bah vas-y viens on fait un 1 contre 1 en jeu au foot. Donc lui il s'est dit forcément c'est mon domaine, je vais y arriver. Sauf que voilà les techniques de 1 contre 1 que j'utilise,
c'est comme si je joue aux échecs avec 5 coups d'avance. C'est-à-dire que quand j'ai la balle, je sais déjà ce que je vais faire et comment il va réagir, etc. pour l'emmener dans une posture où je vais pouvoir le mettre en difficulté. C'est juste pour le petit clin d'œil, je savais que ça allait faire un buzz et en fait c'est ce que j'essaye de faire, c'est de jouer contre des professionnels pour essayer de mettre en lumière la pratique du freestyle et de ramener tous ceux qui sont derrière moi, les mettre en avant pour que les gens aussi ils parlent d'eux et de pouvoir développer la discipline. Et ça montre aussi que techniquement c'est de la haute voltige. C'est surtout pour les gens qui sont un peu fermés d'esprit et qui disent ouais mais ça sert à rien sur un terrain, etc. C'est un peu pour le clin d'œil et pour pousser, voilà, pour développer la discipline. Et après quand ils disent ouais mais Neymar c'est pas un défenseur, j'ai joué contre Alou Diarra, j'ai joué contre Martin Djetou, j'ai joué contre pas mal de joueurs. Tu parlais à Angie tout à l'heure d'un groupe, on peut s'inscrire, comment ça fonctionne? Alors c'est un groupe de potes à la base, donc je vais pas expliquer ouais le groupe il est ouvert, il est fermé, il n'y a pas de règle en fait. Et donc on est une quinzaine de membres justement et il y a tout âge, on a 2 filles, on essaye aussi de prendre tous les talents et d'essayer de faire un truc professionnel. Bon, après en avoir pas mal discuté, je pense qu'on va te solliciter pour un petit show. Qu'est-ce que t'en penses Angie? Ah oui, avec plaisir, on attend que ça. En attendant en tout cas de voir ça, est-ce qu'on peut faire un petit tour de votre actualité, des trucs à venir? Parce que je sens qu'il y a pas mal de choses et qu'en fait on est là pour la promo aussi. Avec le S-Crew, là, on sort un album qui s'appelle Senzu le 30 septembre. D'accord. Donc il y a des clips qui vont arriver, il y a un morceau qui tourne déjà en radio en featuring avec les Super Social G's. Je vous invite à aller l'écouter. Avec l'entourage, là, on a fait la moitié d'un album. On va prendre 2 semaines cet été pour finir ça et vous livrer la marchandise d'ici fin 2013. On va prendre 2 semaines pour s'enfermer dans le sud, sous le soleil, pour le terminer. Il y a surtout des projets qui sont téléchargeables gratuitement sur internet. Jazzy Baz, c'est sur la route du 314. FJ pareil, qu'est-ce-qu'on-s.fr. C'est .com, pardon. Et moi j'ai un EP qui s'appelle Inception, c'est un EP 9 titres qui est dans les bacs, disponible à peu près partout et sur iTunes. Il y a l'album d'un 995 qui est dans les bacs et donc la rentrée, l'album S-Crew. Moi j'arrive avec un EP et un album. Il y a Dooms, la folie des glandeurs. Dooms, la folie des glandeurs qui est téléchargeable gratuitement. Two Things, Dooms qui a aussi un groupe. Donc tout plein de choses sur lesquelles on peut vous retrouver sur internet. Ouais. On vous remercie, merci Céane. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous l'entourage et Merci à vous. C'était un plaisir. Toutes les entités qui vous composent. Toutes les bonnes ondes. Et merci à eux. On passe un big up à Dooms, Abou, Flav, Jazzy Baz, Alpha Kanji et Nestlé Cotton. qui ne sont pas là. Les absents. C'est ça. On va se quitter sur des images super impressionnantes. Le ballon est déjà en feu, hein, ça se voit depuis tout à l'heure. Il brûle là, attention. Voilà. Ça fait penser à Salomon de le pote. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Et ne quittez pas l'antenne tout de suite puisque le show arrive. À très bientôt. Bye bye. Bye. Moi aussi je peux péter des samples de funk quand le fennec est dans le club entre deux seufs. Non, je ne veux pas de variété bande de gueuche. Pas de menace, je vais balayer tes ventes de scud. Fais péter la 10, ça part en Paris by night. Pour les fans de Barry White, pas pour les gars qui balnavent. Je ne fais pas la bise aux filles au maquillage. Ça ne quitte pas la piste, y'a du nasty nas là. Je fais pas de verre, je claque le pèse dans un pack de bière. Ton tas de graisse bouge-le si mes raps ça te plaît. Si t'es une cadéra crade, crois pas que je te baisse. C'est pas que j'aime pas les racailles, mais reste classe, s'il te plaît. Never the same girls. Turn on the sound, we're blowing the whole world. And you got this, what you want us. We got that, and what you want us. All that I wanna do is get through you. Ce soir je mets le feu, pas de filature. Reggaetneck faisait filature. Sacoche Gucci et petite paire de Ray-Ban. J'ai la cote comme Azur. Si tu veux que je te file la thune, je te dirai fuis de ma vue. Trop de style, j'assure. Ça groove cool si les miss fraîches les régale. Fils celle qui est pérave, elle kiffe et me regarde mais j'esquive. Et me recale vers des bitches que je guette raté de tease. Tu me verras faire le pitre et me faire rare mon équipe. Gère les miss, rader les kits. Quand le liquide va dans les tifs de ces petites tasses en bolide. On est type pour la nuit, mais ne le dis pas. On évite tous ces putains de tissages. Cette soirée là j'invite les michetonneuses à se faire belle. Pour nous retourner la tête, le mythos creuse la cervelle. Je pète un spliff en balle, je guette ta mise en bas et talons. Toutes les bitches en bave car toute ma clique sont des braves étalons. Je me penche du tabouret, je ne pense plus qu'à bouger. Refrais je vais danser, je vais tenter la danse du gabouret. Autour du escroc c'est la clou Paris Cal. Nike ramène sa copine la douce Marie-Jeanne. Ne me pousse pas petit gars, je fuck la justice, toi tu redoutes la flicaille. Ne joue pas le minable, je kiffe les ambiances hip-hop et les boom bap freestyle. On profite de la night avant le gouffre matinal. Never the same girls. Turn on the sound, we're blowing the whole world. And you got this, what you want us. We got that.
viens t'ambiancer. Voilà, moi je m'habille trop swag. De quoi tu crois, quoi que la mise trop garde. Va, dégage, fais de la place au bico. Ha, j'tape tes pas, mais j'crois que la tease m'a mis trop mal. Chacun vise rota, ça va vite rota. Le bar à fin de tisser, j'kiffe quand les classicos passent. Tu mates des garces, vague et drap. Dépêche-toi avant que tu partes boire dans un bistrot sale. On kiffe l'oseille, on veut vivre nos rêves, frère. On est incorruptible comme de Miro Robert. Funk toute la nuit, j'ai bu des tas de thé. Vu que je dégueule sous la pluie, plus de cheese dans nos verres. There's never the same girls. Turn on the sound.